Le trafic de stupéfiants en bande organisée dans le code pénal d'aujourd'hui, c'est perpétuité et 7 500 000 € d'amende. Personne n'est en prison pour ça. Si un président de la République sérieux arrive au pouvoir, il convoque le directeur général de la police nationale et de la gendarmerie nationale, il dit « Messieurs, dans les 3 mois ou 3 mois d'émission, je vous vire, et vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. » Bonjour Xavier Hofer, merci de nous avoir rejoints, Boulevard Voltaire. Vous êtes criminologue, vous êtes spécialiste de l'insécurité, des trafics en tout genre et du trafic de drogue en particulier. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, je cite les derniers sur Geoffrey Epstein aux éditions du Cerf, À qui profite le djihad, toujours au Cerf, Le crime organisé en 2000, Violence et insécurité urbaine en 99, le crime mondialisé. Et nous allons parler de manière presque souriante, parce que vous verrez, on a une petite astuce pour aborder la question d'une réalité qui est nettement moins souriante, c'est la mutation de la vie quotidienne des Français, non pas à cause du progrès comme on nous l'a vendu durant des décennies, mais à cause de l'insécurité et de la criminalité galopante qui envahit chaque jour tous les compartiments de notre vie quotidienne. Mais avant d'en venir à ce contexte un peu fou, il faut qu'on parle de ce cambriolage, plus fou encore, qui a sidéré à la fois les Français et bien au-delà de la France. Je veux parler évidemment du cambriolage du musée du Louvre le dimanche 19 octobre. Xavier Hofer, pourquoi s'en est-on pris au Louvre et qui peut avoir fait le coup, vous qui avez l'habitude de regarder ce type d'événement? Alors techniquement, ce n'est pas un cambriolage, c'est un vol à main armée. C'est-à-dire, il y a des individus masqués dont on ne savait pas s'ils portaient des armes, qu'ils ne les ont pas montrées, mais en tout cas qui étaient en position d'agression, qui sont entrés dans un local pour y voler. Alors là, c'était des parures de bijoux, de pierreries issues du patrimoine national, mais c'est pareil que s'ils étaient entrés dans une banque pour prendre la caisse, quoi. Voilà, donc c'est un braquage. Donc, premièrement, pourquoi ça s'est braquage, produit ? même il n'y avait pas de menace d'armes. Hein. Il y a Non, pas eu mais de menace. c'est ce qu'ils nous disent. On n'en a pas vu, mais on ne savait pas. C'était des individus masqués et cagoulés qui sont rentrés dans un lieu. Et donc, c'est une effraction, et c'est une effraction menaçante. On ne sait pas ce qui serait passé si le personnel avait résisté, par exemple. Ils s'en sont bien gardés, ils ont eu raison, mais on ne sait pas. À l'heure actuelle, on est dans l'hypothèse, parce que de toute manière, on n'a arrêté personne. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est ça, c'était qu'il y a une configuration des choses qui est attirante à l'heure actuelle pour le crime organisé en France. Ils ont des avocats, ils lisent les journaux, ils regardent la télé, et donc ils savent que ça se produit souvent en France et que soit on n'arrête pas les gens, soit on risque pas grand-chose. Alors fatalement, ça les attire. Ces temps derniers, il y a eu à plusieurs reprises, mais j'entends à plusieurs reprises, 10 fois sur 2 ans, dirons-nous, toujours plus près de l'Élysée et des endroits cruciaux qui devraient être les plus sécurisés de France. Il y a eu de grandes bijouteries et des joailleries attaquées. Un peu avant, on avait attaqué et volé les bijoux de Madame Kardashian à 300 mètres de l'Élysée. Pas plus tard qu'en juillet cette année, vous avez des gens qui sont à 100 mètres de l'Élysée, à 50 mètres, rue du Faubourg Saint-Honoré, à l'angle de la rue Royale, à 100 mètres de l'Élysée, qui est au 55, là, c'était dans les premiers numéros de la rue, près de la rue Royale, à mi-chemin entre l'Élysée et puis le local qui a été cambriolé, lui, parce que c'était la nuit. Vous avez l'ambassade de Grande-Bretagne. De l'autre côté du même pâté de maison, vous avez l'ambassade des États-Unis. Alors, excusez du peu, c'est sans doute l'endroit au monde qui devrait être le plus sécurisé, parce que la concentration de choses à protéger, une grande ambassade, 2 grandes ambassades avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, des pays qui ont des problèmes internationaux où on peut avoir envie
commettre un attentat, etc. Et puis l'Élysée à côté. En face de l'Élysée, en coin, le ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien non plus. Et là, vous avez des individus qui grimpent le long de l'immeuble, à l'extérieur, à la façade, et qui, pendant 10 minutes, écoutez-moi bien, récupèrent à l'intérieur d'un local au 4e étage des sacs à main de luxe, vous savez, de ceux qui valent 10, 20, 30 000 euros, et qui les jettent par la fenêtre à un complice en bas qui les rattrape et qui les met dans le coffre d'une voiture. Et il devait y en avoir un paquet parce que le préjudice est estimé à 1 million d'euros. Alors là, en plein été, donc il fait jour, vous avez des gens qui sont capables de faire ça à 100 mètres de l'Élysée. Quand d'autres équipes... C'était quand ça ? Juillet. Juillet. Oui. Quand vous avez une situation comme celle-là, entre-temps, il y a eu, dans des grandes artères, boulevard Saint-Germain et autres, des locaux attaqués à la voiture bélier où les types prennent une première voiture, fracassent la vitrine, partent avec tous les objets de luxe qui y a à l'intérieur et disparaissent. Quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il n'y a pas à hésiter, quoi. Parce que, bien entendu, comment les bandits, comment les malfrats jaugent du danger. Le danger, c'est si une semaine après, tout le monde est arrêté, tout le monde est en prison. Comme là, manifestement, soit il ne se passe rien, soit on a des vagues pistes, mais ça ne débouche pas tout de suite. Ils se disent, OK, on peut y aller. Les portes sont grandes ouvertes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'impéritie des gens qui dirigent la France à l'heure actuelle, et notamment des ministres chargés du régalien, fait que, pour les bandits, c'est attirant. Donc le contexte dans lequel ça a pu se produire, c'est celui-là. Dis donc, je prends un prénom qui fâche pas. Hein. Dis donc, Marcel, t'as vu tout ce qu'il y a comme bijoux au Louvre ? C'est pas risqué. Attends, t'as vu, on a fait ça à 200 mètres de l'Élysée, c'est rien passé. Donc en avant, c'est ça. Les bandits s'enhardissent. Le principe de base de la criminologie qui est tout bête, c'est les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Alors, quand on les arrête pas, ils continuent. Voilà. Et les faits leur ont donné plutôt raison. Jusqu'à présent, oui. C'est dramatique. Est-ce que ça vous a surpris quand même la facilité avec laquelle ils ont œuvré au Louvre ? Ce qui m'a le plus surpris, à vrai dire, et j'étais donc sur une télévision où nous nous croisons parfois, et donc on a assisté à la déposition devant le Sénat de Madame la directrice du musée du Louvre. J'ai été suffoqué. Madame Descartes. Voilà, j'ai été suffoqué de la suffisance, de l'arrogance et de la morgue de cette dame qui se demandait, mais vraiment pourquoi on la dérangeait pour répondre à la Valtaille. On était en 1785, quoi. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez une caste comme ça qui est coupée des réalités du terrain, qui devait penser que c'était une sorte d'incident regrettable, non mais au secours, la valeur brute des bijoux, c'est 88 millions d'euros, et la valeur patrimoniale est naturellement, tout le monde l'a dit, répétons-le, inestimable, et en plus de ça, on est la risée du monde entier. Alors la dame en question dit oui, effectivement, et surtout alors... Elle a expliqué qu'elle s'était davantage préparée au jet de soupe qu'à ce type de cambriolage qui sont plus récents que le... On lui demande pas... Moins à la mode que le jet de soupe. On lui demande pas de se préparer ainsi dans sa tête à des choses, on lui demande de regarder la réalité et de tenir compte de la réalité. Dès le 19e siècle, un publiciste de l'époque avait écrit une phrase qui est devenue un proverbe. Gouverner, c'est prévoir. Rien n'a été prévu. Ah bon, on ne s'attendait pas à ça. On la paye pourquoi ? Pour réfléchir à des jets de sous, pour réfléchir à la situation réelle de ce qui peut advenir dans un endroit qui contient des trésors inestimables. Et bien entendu, alors Madame Dati a abondé dans son sens, mais non, mais oui, tout a bien marché. Alors, sauf qu'il y a 88 millions d'euros de valeur, c'est-à-dire en dessertissant les pierres et en fondant l'or, on doit obtenir à peu près cette somme-là. Mais la valeur historique, bien entendu, est incommensurablement plus importante. Et tout le monde, ils sont tous contents d'eux. Catastrophique. Bien sûr. Catastrophique pour le patrimoine français. Ben oui, et ils sont contents d'eux, là. La vitrine a bien résisté. Je ne vois pas pourquoi on nous embête avec des calembredaines. C'est à peu près ça qu'ils nous ont fait. Et alors moi j'ai été très surpris, simplement pour prolonger un peu sur ce sujet, par l'idée que vous avez dit que les gardiens avaient bien fait de ne pas
intervenir, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu advenir d'eux, mais alors, du coup, si les gardiens n'interviennent pas, les gendarmes ne sont pas forcément, et les policiers ne sont pas forcément à la porte de derrière de la salle qui est cambriolée, du coup, on peut se servir. Alors, si personne n'intervient, personne, en fait, n'est qualifié pour intervenir directement sur un cambriolage de ce type au Louvre, apparemment. C'est une question d'horaire, si vous voulez. On ouvre les portes à 9h le matin, mais il y a des contrôles. Il faut acheter des billets ou faire valider ceux qu'on a achetés à l'avance. Il faut, après ça, qu'on passe à un contrôle de sécurité, heureusement, parce qu'autrement, il y aurait des cambriolages. Hein. Donc, des contrôles où on vous fait passer au scanner vos vêtements, etc. Et après ça, vous entrez. Ce qui fait que, entre le moment où la porte est théoriquement ouverte et les gens commencent à se répandre dans les salles pour les visiter, il s'écoule pas loin d'une demi-heure. Et c'est pendant le temps en question où le musée était encore physiquement vide, bien qu'en théorie ouvert, que les malfaiteurs ont agi. Alors ils ont agi habilement, à un moment où c'était à peu près imparable, et où, par définition, seuls se trouvaient dans les salles les gardiens qui sont là pour vérifier que personne donnera un coup de parapluie à la Joconde ou quelque chose comme ça. Mais en aucun cas des gardes de sécurité. Et donc... il faut revoir complètement la sécurité des musées en France ? La preuve, hein, c'est pas, on bouleversera personne en disant ça. Évidemment, il faut le faire. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas le faire à travers ce qu'une vague bureaucrate a dans la tête, mais à partir de la réalité des menaces. Il y a déjà eu 10 musées d'attaqués en France. Là aussi, au mois de juillet, au Muséum d'histoire naturelle, on a volé des pépites d'or. Enfin, c'est pas un péril théorique et c'était pas des jets de soupe, quoi. Laurence Descartes recommande de mettre un commissariat de police dans l'enceinte du Louvre. Vous avez vu ça ? Alors oui, c'est très bien. C'est, vous savez, au Texas, où ils ont un imaginaire qui est un peu dans le passé des cowboys, etc., ils disent « fermer l'écurie à clé une fois que le cheval a été volé ». C'est ça qu'elle nous propose. Alors maintenant que le drame s'est produit, elle a des tas de bonnes idées, mais je ne pense pas qu'on paye des hauts fonctionnaires pour avoir des idées rétrospectives, voyez-vous. Pour vous, elle devrait démissionner ? Bon, elle aurait dû démissionner d'elle-même. Et puis alors, oui, j'ai voulu démissionner, mais Madame Dati n'a pas voulu. Évidemment, c'est des entre copains de la même caste. Et donc, mais non, mais ma chérie, mais surtout pas, continue, tout va bien. Et c'est ça qui s'est produit. Mais il n'y a jamais la scène que je vous décris, des gens en train de vider un local à 100 mètres de l'Élysée. Vous pensez que le commissaire du 8e et le préfet de police ont été virés ? Enfin, c'est dramatique. Des gens qui, à l'intérieur d'un local, à 100 mètres du Saint des Saints de la République française, avec les 2 plus grandes ambassades de nos 2 principaux alliés historiques, la Grande-Bretagne et les États-Unis, personne n'a été même réprimandé. Les types sont partis. Et puis, alors... Comme d'habitude, M. Macron nous fait le coup sur Twitter de dire « les coupables seront arrêtés et les objets seront récupérés ». Ce sont des mots. D'une part, il n'en sait rien, et deuxièmement, je crois qu'il s'en fout, quoi. Est-ce que... qui peut avoir fait le coup, Xavier Hofer ? Alors, une fois de plus, preuve de l'impéritie des gens qui nous gouvernent. Parce qu'on a une bonne police, on a une bonne gendarmerie. La justice est tragiquement sous-dimensionnée en France. Songez qu'on a moins de procureurs pour 100 000 habitants que la Moldavie ou que l'Albanie. Que ce serait la Belgique ou l'Allemagne, on prend, on laisse. 4 fois moins de procureurs que la Pologne. Donc la justice est sous-dimensionnée, mais la police, le régalien, si vous voulez, en dehors de ça, la police, la gendarmerie, l'armée... On a des éléments sérieux. Il faut encore, puisqu'on a ces beaux instruments, encore faut-il savoir s'en servir. Et là, vous avez des gens qui pensent qu'en ayant comme ça des idées rétrospectives sur ceci, cela, on les laisse en poste. Bien sûr qu'elle aurait des datis aussi. Tout le monde aurait dû être viré à la minute. Dans un pays où on a un sens de la responsabilité de l'État, où on n'est pas encore en train toujours de se défausser sur les autres. On en sait de la faute à pas de chance, c'est de la faute des autres. C'est surtout pas responsable mais pas coupable, qu'on est toujours dans la formule de Madame Georgina Dufoy. On imagine que dans les boutiques privées de luxe qui sont tout autour, Bulgari, Vuitton, etc., ils vont prendre des mesures de sécurité immédiates, non ?
Ils en avaient déjà. Ils vont peut-être les renforcer. Mais en plus de ça, mais là, il va falloir attendre 2 ans pour le Louvre. Il y a en France des gens qui sont des experts de la protection des joyaux. Ce sont des experts de la sécurité privée et singulièrement ceux qui protègent les grandes expositions, vous savez, où il y a des expositions de bijouterie, où il y a des trésors, des diamants, des émeraudes, etc., de l'or et du platine. Ces gens-là ont plusieurs spécialités. Premièrement, ils savent qu'ils sont capables de faire quoi, hein. Et puis deuxièmement, ils ont la possibilité, par en dessous, comme ils sont dans le privé, d'approcher les voyous pour essayer de racheter en disant voilà, c'est toi qui as fait le coup, mais la police est à tes trousses. Au bout d'un moment, il va y avoir une enquête, tu vas finir par te faire arrêter. Les bijoux que tu as volés sont difficiles à revendre. En sous-main, je te les rachète pour 10% de la valeur et on les récupère comme ça. Alors cette capacité-là, c'est les gens du privé qui l'ont. Pour les grandes marques dont vous avez parlé. Et ils ont non seulement la capacité préventive, c'est-à-dire de dire « Attendez, il n'y a pas de caméra devant la fenêtre, là ?» Évidemment, dans le privé, c'est fait. Alors, pourquoi ce n'était pas fait au Louvre ? Parce que Madame Descartes était occupée à s'occuper des jets de soupe. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a mal ciblé les menaces sécuritaires. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le luxe, malheureusement, n'est pas le seul secteur qui est visé par les malfrats. Les particuliers sont touchés dans tous les compartiments de leur vie. Je voulais avec vous balayer un petit peu tout ça. Et le premier bien touché des particuliers, des Français, quels qu'ils soient, c'est leur maison, c'est leur appartement. Et vous citez dans un petit document que vous m'avez confié la commune de Bègles, hein, dans la couronne des grandes villes, en l'occurrence la couronne de Bordeaux. Oui. Qui fait l'objet d'un véritable pillage. Hein. Donc là, on voudrait faire le parcours du particulier pour montrer que l'insécurité touche toutes les facettes de la vie de nos contemporains aujourd'hui. Mais absolument. La France est mise au pillage et cette calvaire que subissent les populations est insuffisamment prise en compte par le gouvernement qui doit être peuplé de disciples de Madame Descartes qui pensent que tout ça c'est des calembredaines, que c'est pas si grave, que le risque zéro n'existe pas et autres fariboles. Donc la vie de tous les jours, c'est-à-dire chaque fois qu'un Français maintenant accomplit un des gestes de la vie quotidienne, je pense que vous en avez une liste ici, eh bien, il se trouve confronté à des risques et à des dangers et qui sont d'autant moins mérités qu'il paye pour sa sécurité. Il paye des impôts, il paye même les impôts les plus élevés d'Europe, si j'ai bien lu le journal. Et en plus de ça, je ne me lasse pas de le répéter, parce que c'est très important. Quand vous vivez dans un État-nation, la France est un État-nation, les gens qui dirigent cet État-nation, pas uniquement la France, hein, c'est un espèce d'impératif mondial. Les gens qui dirigent un État-nation ont 2 obligations par rapport au peuple qui les a élus ou dont ils sont les monarques, etc. Cette obligation, c'est une fois pour toutes, car c'est splendide, ça tient en une seule phrase, Raymond Aron qui l'a exprimé, respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Les gens qui dirigent un État-nation, séculairement en France, sous sa forme monarchique, sous sa forme impériale et sous sa forme républicaine, c'est-à-dire le roi, l'empereur ou le président de la République, quand il se lève le matin, il se dit aujourd'hui, j'ai une chose à faire. C'est que la France, ce pays dont j'ai hérité de la gestion pour une période donnée, je dois faire en sorte qu'elle soit respectée à l'extérieur et en paix à l'intérieur. Respectée à l'extérieur, autrement on se fait envahir, et en paix à l'intérieur, autrement c'est le chaos et l'activité normale des gens ne peut plus s'y dérouler. Songez que l'État-nation, c'est quoi ? C'est le fait qu'à un moment donné, on a quitté la loi de la jungle et que la population a dévolu à l'appareil d'État très important, le monopole de la violence légitime.
on vit en paix les uns avec les autres, nul n'a le droit de faire sa loi et sa justice lui-même. L'appareil d'État a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire la capacité d'arrêter des gens, de les mettre en tôle, éventuellement, si c'est la guerre, de se défendre militairement contre l'invasion. C'est l'appareil d'État. L'appareil d'État ne le fait plus à l'heure actuelle. Tout ce que vous allez me citer là, que je sens un peu venir, c'est l'impéritie, le défaut, l'appareil d'État, déjà sous M. Hollande, mais encore plus sous M. Macron, ne fait plus rien de ce pourquoi il est censé travailler. C'est-à-dire que quand vous allez dans des pays étrangers, moi je vais souvent en Afrique, plus personne ne veut entendre parler de M. Macron, quoi. Y compris dans des pays comme l'Algérie. M. Macron arrive en Algérie, il se roule par terre en criant « Ah, le colonialisme, les horreurs, crimes contre l'humanité, etc. » Là, il se trouve que moi, j'ai formé à l'Institut de criminologie de nombreux étudiants, notamment marocains et algériens. Et le soir même, un de mes anciens étudiants qui a des responsabilités très importantes dans la sécurité en Algérie m'appelle en disant « Mais il est fou, on ne lui a jamais demandé ça ». C'était donc, je rappelle, une visite d'État en 2022 ou 2023, voilà, je ne sais plus. Il y est revenu à plusieurs fois. Macron qui va tout seul pendant plusieurs jours. Et ensuite, Elisabeth Borne, première ministre à l'époque, entourée d'une quinzaine de ministres, qui fait encore à nouveau, plusieurs semaines plus tard, après Macron, un nouveau voyage en Algérie qui n'a donné absolument aucun résultat. Évidemment non, parce qu'il le méprise. Voilà, donc... Ce haut dignitaire algérien m'a dit, enfin, la guerre d'indépendance, et c'était il y a 70 ans quand même. Et il me dit, parce que c'est un de mes anciens étudiants, il me dit, qu'est-ce que te diraient tes étudiants si tu passais ton temps à radoter sur la bataille de Verdun ? Pour un étudiant de 2025, c'est plus le sujet, quoi, bien entendu. Alors, il me dit, nos jeunes, chez nous, ils veulent des emplois, ils veulent ceci, ils veulent cela. La guerre d'indépendance, ils s'en tapent, quoi. Alors, l'autre fait des cinémas, donc il agace tout le monde, si vous voulez. Donc, respecter à l'extérieur, c'est plus le cas. En paix à l'intérieur, ça l'est plus non plus. Alors, pourquoi les choses ne sont plus tenues en main ? Parce que ce pouvoir qu'on a maintenant en France est incapable de sévir. Si, contre les militants de droite, alors là, tant qu'il veut et plus que tant et plus, mais pour tout le reste, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de justice. On y reviendra sur la sanction pénale. Hein, mais je voulais qu'on fasse un petit peu le tour ensemble de tous ces domaines dans lesquels... Alors, réponse oui, multiplication... L'État ne remplit pas son rôle et ça se voit, ça se traduit par des violences subies de manière dans tous les compartiments de la vie. Vous venez de me parler des cambriolages. Alors, les cambriolages, voilà. Vous savez quel est le taux d'élucidation des cambriolages en France ? Non. C'est-à-dire combien, quand vous êtes cambriolé, vous allez au commissariat en disant « j'ai été cambriolé », qu'est-ce qui vous arrive ? Il vous arrive que le taux d'élucidation, un taux d'élucidation est quelque chose de très précis. C'est dans l'année qui suit le fait d'identifier un suspect, c'est-à-dire un mis en cause, et de le déférer devant la justice. Le taux d'élucidation pour les cambriolages, c'est 7%. C'est-à-dire, alors... C'est résiduel. Oui, exactement. Alors, bien entendu, les cambrioleurs ne commettent pas qu'un cambriolage dans l'année. Mais à supposer que ça soit le cas, vous avez un taux d'impunité de 97%. 93. 93% sur 100 et les 7%, c'est 93%. Alors, j'ai fait le calcul, j'ai cherché, c'est moins dangereux de cambrioler un logement en France que de traverser la rue. Vous avez plus de risques à traverser la rue un peu étourdiment et de vous faire renverser par une trottinette, un vélo et tout ce qui circule aujourd'hui que de cambrioler un logement. Vous vous rendez compte ? Et que de tomber sur les gendarmes après un cambriolage. Voilà, exactement. 7%. Quelques chiffres de cambriolage en France, est-ce que vous avez ça en tête ? On dit qu'il y en a un toutes les... Minutes. Alors, la dernière année complète qu'on ait, qui ne soit pas une année atypique. 2024, c'est une année atypique parce qu'il y a une saturation de l'espace dans les métropoles de la police et de la gendarmerie pour les Jeux Olympiques. Donc, naturellement, ça a dissuadé un certain nombre d'actes. Donc, la dernière année complète
normale, basique, comme toutes les autres années d'avant, sauf l'année du confinement et du Covid. Ah oui, voilà, bien sûr. 2020. C'est une année normale. Dernière année non exceptionnelle. Non exceptionnelle, c'est un cambriolage par minute. C'est-à-dire les cambriolages des logements, les cambriolages des résidences secondaires, les cambriolages des boutiques, les cambriolages des locaux professionnels, les cambriolages des mairies, les cambriolages des hangars agricoles, etc. Tout ça est connu. Mais, parce qu'on est dirigé par des grands tricheurs, le gouvernement, dans ses statistiques mensuelles, ne publie que les cambriolages de logements. C'est-à-dire le vôtre, le mien, mais tout le reste, c'est passé sous silence. Mais les entreprises, les bureaux, etc., tout ça, non. Alors, mais il le sait, bien entendu. Et il le sait, et même, il est obligé, les statistiques qui cachent aux cochons de payants des impôts en France, les statistiques-là, il est obligé de les envoyer à Bruxelles, à Eurostat. Alors moi, je les récupère à Bruxelles parce que je connais des gens là-bas. Donc voilà. Alors ça fait déjà, on en est déjà à plus de 300 000 cambriolages réels. Mais tous les gens ne portent pas plainte après une effraction ou un cambriolage. Il y a des gens qui disent je vais payer plus d'assurance. Puis il y a des gens qui disent c'est la 5e fois que je suis cambriolé. J'ai été déjà 5 fois à la gendarmerie ou au commissariat, on m'a ri au nez en disant à la queue comme tout le monde. Et puis il s'est rien passé, donc zut, voilà. Et donc cette différence entre le nombre de cambriolages connus des instances officielles, c'est-à-dire police, justice, et réellement commis, cette différence-là s'appelle le chiffre noir en criminologie. Donc vous avez un chiffre noir, mais le chiffre noir est connu des autorités parce qu'il y a ce qui s'appelle des enquêtes de victimation. Là, on ne compte plus le nombre d'effractions connues par la police nationale, la gendarmerie nationale. On interroge des gens, on prend un grand panel et on dit vous avez été cambriolé, ou alors qu'est-ce qui vous est arrivé, vous avez été agressé ou quoi que ce soit. Et donc on a la réalité à partir d'un sondage populaire. Et donc on a donc la différence, on sait donc que X% des gens qui ont été cambriolés n'ont pas été portés plainte, donc l'État ne le sait pas. Alors, vous rajoutez cette quotité, ce chiffre noir dont vous connaissez, évidemment pas cas par cas, mais en masse, la dimension, et au total, vous avez... C'est comme ça que vous arrivez à un cambriolage par minute. En 2023, c'est comme ça qu'on arrive à plus de 1400 cambriolages par jour, et donc un par minute. Incroyable. Et est-ce qu'il y a des zones qui sont plus sujettes au cambriolage que d'autres, des villes, etc. On parlait, vous citiez la ville de Bègle. Oui, parce que... Pourquoi ? Mais Bègle, c'est simplement parce que c'est la périphérie des grandes métropoles et c'est là où sont installés des gens dont... le mode de vie ou l'origine fait qu'on les a repoussés du centre des villes et donc ils expriment leur talent malhonnête, etc., à proximité de l'endroit où ils se trouvent. C'est-à-dire certaines catégories de nomades, des fameux mineurs non accompagnés qui sont... Vous savez, il y avait un disciple... pas très connu du grand philosophe Emmanuel Kant qui s'appelait Lichtenberg. Et Lichtenberg est l'inventeur, il a peut-être écrit 20 bouquins, on les a tous oubliés, mais il a écrit une formule très drôle, il a parlé du couteau sans lame à qui on a retiré le manche pour parler du néant, voilà. Donc les MNA, les mineurs non accompagnés, c'est le couteau sans lame à qui on a retiré le manche, parce qu'ils sont généralement pas mineurs et qu'ils sont accompagnés par d'autres parce qu'ils chassent en meute. Et en réalité, c'est le contraire de ce que les services publics nous annoncent pour... Vous savez, alors au début, on les appelait mineurs étrangers isolés, mais déjà étrangers, oulala, où vous allez, etc. Donc ces gens-là commettent beaucoup d'infractions parce qu'ils n'ont aucun moyen de subsistance. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement ? On les accepte sur le sol français, mais on leur donne rien à faire et on les laisse comme ça se débrouiller. Ils ont quand même des subventions. Hein. Voilà, oui, mais un peu, mais bon. Non, les subventions sont pour les endroits où on les héberge. Eux-mêmes, ils sont laissés à l'état de nature. Et donc, il ne faut pas s'étonner. Alors, évidemment, la criminalité et les effractions et les cambriolages prolifèrent à proximité dans la deuxième couronne autour des métropoles, ce qui est le cas de Bègle. Et alors, être âgé ou fragile ou enfant ou femme ne vous protège pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Le moins qu'on puisse dire. Alors là, c'est ce qu'on appelle la criminalité par ruse. Vous êtes chez vous,
vous êtes une personne âgée ou alors qui a eu des soucis psychologiques ou autres, donc qui prend certains calmants qui font un peu baisser la vigilance, et vous avez un individu qui arrive et qui dit « Bonjour, alors moi je suis employé de la Française des Eaux, ou Dieu sait, d'un service municipal quelconque, et vous avez une fuite, alors pendant que vous dites « Ah bon ?» et puis que vous regardez, il vous prend rapidement votre sac à main ou les bijoux qui vous traînaient, ou ils vous font entrer un comparse, le etc. faux professionnel voilà, qui vient c'est le vol par ruse. Exactement, exactement. Ou le faux policier ou le faux gendarme. Alors, pour se défendre, est-ce qu'on peut adopter un chien de garde, par exemple, hein? Oui, mais... Alors, vous dites, en fait, il y a plein de vols de chiens. On se les fait voler. Bien sûr, bien entendu. On peut utiliser 36 moyens, on peut mettre une alarme, mais il faut songer à la mettre en route. Et les mêmes dont on parlait, c'est-à-dire les gens un peu âgés qui ont perdu certains réflexes ou ceux qui sont un peu fragiles, ils n'y pensent pas toujours. Et donc, non, je parlais de ce qui fait le bonheur de vivre. Le bonheur de vivre, c'est d'aller se promener sans qu'on vous arrache votre collier ou votre sac à main. Le bonheur de vivre, c'est d'avoir un animal domestique sans qu'on vous le vole. Le bonheur de vivre et d'être... Parce qu'il y a beaucoup de vols de chiens. Ben évidemment. Certains chiens de race coûtent des milliers d'euros et donc des individus sans scrupules les volent. Pour une personne isolée, le fait de se faire voler son animal de compagnie, c'est très douloureux, vous comprenez ? Bien sûr. C'est sa seule... Bien sûr, et c'est surtout très rentable pour les cambrioleurs parce que ça se vend, parfois plusieurs milliers d'euros le chiot. D'une part, et deuxièmement, c'est pour la reproduction aussi, quand ce sont des chiens de race. Vous avez un chien d'une race un peu recherchée, on peut se faire payer les saillies là, pour avoir des portées plusieurs milliers d'euros. Donc ça rapporte dans des... D'abord pour la vente de l'animal lui-même ou pour la reproduction. Donc il y a des trafics aussi de chiens, de chiots, etc., qui sont très En plus de ça, vous êtes écolo. Parmi les petits bonheurs que vous avez, c'est de sauver la planète en vous déplaçant en vélo. Au minimum, il y a 400 000 vols de vélos en France. Vous avez des gens qui nous gouvernent, qui disent « Prenez le vélo, c'est sain, etc. » Et puis, vous avez des vélos. Il y a des gens qui se font voler 3 fois leur vélo dans l'année. C'est pas normal, ça. Oui, il y a un trafic effrayant. Voilà. Alors je reste dans cette configuration, vous êtes dans votre pavillon, vous mettez une alarme qui est reliée avec des fils de cuivre à un centre de vigilance. Vous dites les fils de cuivre, c'est pareil, il y a un trafic fou, notamment le long des voies, enfin partout, du cuivre en France. Alors, le vol de cuivre affecte durablement... Par exemple, la SNCF. La SNCF ne peut pas remplacer tous ces systèmes de protection par de la fibre. Donc, la SNCF. Et résiduellement, les fils du téléphone, les anciens fils de cuivre qui sont en train d'être remplacés, eux, par de la fibre. Mais le temps que ça arrive au fin fond des campagnes, ça prendra encore des années. Et donc, vous avez des individus. On n'a jamais... en criminologie, 100% des responsables des actes. Donc, je ne peux pas vous dire... que 100% des gens qui volent les câbles de cuivre sont des nomades, des clans nomades criminalisés, mais pratiquement 100% de ceux qu'on arrête le sont. Voilà, donc ça signifie que quand même on ne doit pas en être loin. Il faut être honnête. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez à l'heure actuelle, le prix du cuivre a décuplé. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus utilisé dans les nouvelles formes d'ingénierie pour l'informatique, etc. Plus il y a une guerre. Une guerre, c'est des obus. Des obus, c'est du cuivre, etc. Enfin, les douilles. Et voilà, donc, songez que certains jours, sur le front entre la Russie et l'Ukraine, l'armée russe tire 50 000 obus d'artillerie lourde. Un seul obus, c'est 42 kilos. Et vous avez donc 3500 tonnes de fer, de plomb et de cuivre tirés chaque jour. Vous voyez les quantités que ça absorbe. Donc, le cuivre est monté jusqu'à des sommes, on l'appelle l'or rouge. Et donc, vous avez des gens qui volent de 200 mètres de câble de cuivre, qui font fondre la gaine là, en plastique et qui récupèrent le cuivre et qui vendent les lingots de cuivre à des intermédiaires peu scrupuleux, quoi. Alors, ça signifie quoi ?
Ça signifie que dans les villages, c'est jamais dans les grandes villes. Dans les grandes villes, il y a des caméras partout maintenant. Donc dans le petit bled où c'est arrivé, vous avez plus de cartes de paiement, vous n'avez plus de téléphone fixe, vous n'avez plus de systèmes qui peuvent aider, vous savez, des personnes à être liées à l'hôpital pour des traitements, etc. Et donc c'est extrêmement périlleux pour la vie du commercial du bourg et pour la santé de certains de ses habitants, une fois de plus ceux qui sont malades. Donc ça handicape très gravement. Alors plus il y a des vols comme ça, et il y en a tous les jours, plus il y a de vols comme ça, plus Enedis, qui donc gère le réseau, met du temps à venir vous les remplacer. Il y a certains villages qui sont privés de toute communication par ces vols pendant 1 mois et parfois 2 mois. Songez ce que c'est que la vie dans un endroit quand on est coupé de tout. Ouais. Alors, on continue notre exploration. Hein. Donc, vous êtes chez vous, vous êtes fait piller. Vous pouvez vous dire, bon, je vais vivre dans ma voiture. Sauf que dans la voiture, et vous avez intérêt à ne pas la quitter trop longtemps parce qu'il y a 140 000 vols de voitures en 2024. Oui. Hein, c'est ça. Et puis, notamment par piratage électronique. Là aussi, un énorme marché avec une délinquance incroyable. Hein. Dans le temps, pour voler une voiture, il fallait être bricoleur. Il fallait soulever un capot, rabouter des fils, il fallait savoir faire, quoi. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous avez des tutoriels, c'est-à-dire des petits films qui vous montrent comment faire, parce que maintenant, la fermeture de la voiture, elle est électronique. Et donc, vous vous mettez à proximité d'un garage ou d'un parking, vous notez le numéro de la voiture et vous captez l'onde émise au moment de la fermeture et de l'ouverture. Vous la reproduisez avec un objet qui doit coûter 30 € sur Internet. Après ça, il ne vous reste plus, quand le monsieur est sorti pour aller au travail ou rentrer chez lui, etc., à faire actionner donc cette copie du signal et vous partez avec la voiture sans problème. Et comme il n'y a pas d'effraction physique, c'est-à-dire qu'on a envoyé un signal à une voiture, vous avez toutes les peines du monde à vous faire rembourser. L'assureur, il est tenté de vous dire, monsieur, vous êtes gentil, qui me dit que vous n'avez pas revendu en douce contre des billets de banque parce que vous n'en vouliez plus. Quelle est la preuve du vol alors ? Petit à petit, bien entendu, ces nouvelles formes de vol sont en train d'être intégrées au judiciaire et puis après ça à l'assurantiel. Mais en attendant, les gens ont des problèmes énormes. Et ce n'est pas la seule forme de handicap pour les voitures. Vous avez aussi les tuyaux d'échappement. C'est-à-dire les tuyaux d'échappement sont configurés de manière hypocatalytique, pas laisser sortir dans l'atmosphère des gaz ou des effluents dangereux. Et donc les pots catalytiques contiennent dans leur filtre un peu d'or, un peu de cadmium et un peu de matériaux précieux. Donc vous avez des gens, toujours les mêmes qui font les câbles de cuivre, qui en une nuit vont retirer le pot catalytique de 40 voitures, ou alors, plus encore, les beaucoup plus gros pots catalytiques des autobus ou de tous les gros camions, etc., et qui, après ça, fondent les éléments et qui les revendent littéralement au prix de l'or et parfois plus. Il y a du platine aussi dans les pots catalytiques en faible quantité. Donc vous imaginez, une fois que votre voiture n'a plus de pot catalytique, elle fait un bruit absolument infernal, c'est les 24 heures du Mans, donc vous êtes obligé de l'amener au garage, ça coûte de l'argent et puis surtout, plus il y a des vols, plus le garagiste va vous dire « Monsieur, revenez la semaine prochaine ». Donc à chaque fois, ceux qui sont handicapés par ces affaires-là, c'est toujours les gens de la base. Le ministre, on lui pique sa voiture, il claque dans ses doigts, il en a une autre. Eh ben, pas le citoyen lambda. Absolument, ça pèse vraiment sur la vie quotidienne de manière épouvantable. Alors, si on est malade, hein, donc on arrive à l'hôpital, et là, est-ce qu'on peut souffler ? Et là, vous dites, non, l'hôpital, il est pillé pareil. Le matériel médical, les pharmacies, etc. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fait une spécialité de s'habiller vaguement en infirmier, de s'infiltrer à l'intérieur de l'hôpital. Et dans chaque chambre, vous avez des gens qui souffrent, des gens qui sont à moitié conscients, de regarder vite fait dans la petite table à côté d'eux, voir s'il n'y a pas un ordinateur ou une tablette ou un sac à main avec des objets à l'intérieur. Ça, c'est le pillage des patients. Et puis, vous avez le pillage de la pharmacie de l'hôpital, où il y a naturellement des produits, d'abord des stupéfiants,
hein. Vous avez de la morphine, vous avez des produits comme ça. Et puis aussi, vous pouvez avoir des médicaments oncologiques, c'est-à-dire contre le cancer, etc., qui peuvent valoir, la petite boîte, plusieurs milliers d'euros. Et bien entendu, il y a là aussi des bandes spécialisées à qui vous allez vendre ça et qui vont les expédier sur d'autres continents pour des patients qui n'ont pas accès à ce type de traitement dans leur pays, voyez-vous. Donc ça aussi, c'est le piège des hôpitaux. Plus, bien entendu, qui dit hôpital dit parking, les vols dans les voitures, les vols de voitures, vols de vélos, dans les vestiaires des infirmiers ou des médecins, c'est le pillage généralisé. Alors donc vous n'êtes pas à l'abri du vol lorsque vous êtes à l'hôpital, bien au contraire. Vous n'êtes pas non plus à l'abri du vol. Vous faites une dépression nerveuse parce qu'on vous a volé votre chien, vous allez à l'hôpital, paf, vous vous faites piller. Voilà, c'est ça. Hein. Et alors vous allez dormir au bureau par crainte de tout cela, et au bureau c'est pareil. Alors cambriolage d'entreprises et de commerce, pillage de chantiers de BTP, vol à l'étalage, enfin tout ça, ça se porte très bien apparemment. Exactement. Les vols dans les chantiers, c'est dramatique parce que ça ralentit la construction des bâtiments. Quand vous devez passer 6 mois à ralentir, à bâtir ou à restaurer une demeure ou une tour de bureau ou n'importe quoi, et que vous passez 7, le bâtiment coûte plus cher. Évidemment, les professionnels qui sont sur place, on leur a piqué leur boîte à outils, il faut attendre 3 jours parce que c'est des fois des matériaux un peu de haute technologie, et donc tout ça renchérit les prix. Donc ça, à la fin, ça finit au niveau de... Vous imaginez le bâtiment travaux publics dans un pays de 68 millions d'habitants comme l'avant, ça ralentit les choses, donc ça les renchérit. Il faut à ce moment-là que les gens se fassent rembourser leur camionnette ou ce qui a été pillé, etc. Et ça finit par peser sur le produit intérieur brut. C'en est là. Ce ne sont pas des sommes négligeables. En plus de ça, le fait que quand les chantiers sont à côté d'une des cités hors contrôle, vous savez, qui prolifèrent les voyous viennent racketter le chantier, dire il faut embaucher mon cousin, autrement on te fait brûler tes baraques de chantier, etc. Et tout ça aussi renchérit le dispositif. Les fédérations professionnelles du bâtiment et des travaux publics n'arrêtent pas de hurler à ce propos. Ouais. Oui, parce que le bon peuple français paye tout ça à travers ses primes d'assurance notamment. Oui, bien sûr. Ou alors est obligé de repayer lui-même ce qu'il a déjà acheté avant. Mais le pillage est généralisé. Je vous dis, récemment, j'ai vu que dans l'Est de la France, on avait volé 2 fourgons mortuaires. Là où on met les cercueils, vous savez. Et un beau matin, c'était plus là. Incroyable. Et alors, on parle aussi beaucoup de la campagne. Enfin, il n'y avait jamais de vol, je peux en parler, chez les agriculteurs. C'est une chose qu'on ne connaissait pas. Il y a des gens qui déterraient 3 carottes et puis c'était tout, quoi. Oui, mais là, on vole énormément de matériel agricole. Oui. Les agriculteurs sont obligés de se préparer contre ça, de tout fermer, alors, etc. Maintenant, les normes nouvelles... Tracteurs, des huîtres, des bois, même des bois entiers. Hein. Ouais. Alors, commençons par le plus grave. Telle qu'elle est définie par la politique agricole commune, l'agriculture doit être extrêmement précise dans les zones où elle utilise des produits d'épandage qui sont destinés, vous savez, phytosanitaires et autres. Et donc, il faut, pour que ça soit extrêmement précis, avoir un GPS agricole à bord de son tracteur. C'est-à-dire un endroit qui vous dit pratiquement au centimètre près où vous pouvez faire les choses, où vous ne pouvez pas les faire. Les GPS agricoles coûtent de 15 à 20 000 euros chacun. Et donc, il y a des gangs. Alors, ceux-là, on sait d'où ils viennent. Ils viennent des pays baltes. Le plus souvent, c'est des Estoniens ou des... quand on les arrête, souvent ces gens-là, ou des gens qui viennent de Lituanie ou autres, qui sont fait une spécialité et qui volent ces GPS agricoles et qui les revendent après ça dans les pays de l'Est. Et l'Ukraine, y compris, nos amis ukrainiens, vous savez. Et donc, à chaque fois, naturellement, c'est cher, mais ça court pas sous le pas d'un cheval, c'est le cas de le dire. Donc, les paysans doivent des fois attendre 15 jours ou 3 semaines avant, ou 1 mois avant alors pensez en pleine récolte. Donc bien voilà, sûr. Ça. Ensuite, des vols entiers de fruits ou de légumes, une quantité extravagante d'agneaux ou de petits ovins qui sont volés pour être
manger ou alors pour servir être exportés ou quoi que ce soit, des poulaillers qui sont pillés, de bétail, les grosses bêtes comme les vaches, moins, mais les veaux aussi. Et donc, j'avais fait un calcul à partir de ce que donnait la Fédération ovine de France, et c'était en 2023 ou en 2024, c'est-à-dire en prenant certains départements, tant, alors en faisant une extrapolation par la Fédération ovine de France, c'est où sont naturellement les élevages ovins. Et donc, en disant dans ce département-là, je suis arrivé à un total qui n'a pas été démenti de pratiquement 40 000 agneaux volés par an en France. C'est effrayant. Voilà. En plus de ça, quoi de plus paisible qu'un éleveur de moutons ? Voilà, c'est des gens, ils sont écolos, pauvres, généralement loin des villes. Voilà, ils font des petits fromages, ils vendent une carcasse 100 € ou 200 €, et ces gens-là sont mis au pillage. Ils sont obligés de mettre des caméras. Enfin, c'est horrible. Alors, on va finir sur une note positive, parce que vous dites toujours que finalement, il n'y a pas de fatalité. Ah non, aucune. Un homme politique un peu, solide et qui n'ait pas peur de prendre des décisions fortes pourrait tout à fait retourner ces situations assez rapidement. Est-ce qu'il y aurait quelques mesures à prendre rapidement pour quelqu'un qui voudrait remettre tout ça en place et faire cesser ces trafics qui touchent absolument tous les secteurs? C'est simple. La France est le pays qui a inventé les codes de justice. Le plus ancien d'entre eux porte le nom de Code Napoléon. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un code civil, un code pénal, un code de l'agriculture, un code de ceci, un code de cela. Nous avons en France un code pénal, tel qu'il est aujourd'hui en 2025. Je vais prendre un seul exemple, celui du trafic de stupéfiants, dont tout le monde s'indigne et dont beaucoup de ministres, à commencer par M. Retailleau, parlent beaucoup, mais sans faire grand-chose ensuite. Le trafic de stupéfiants, c'est quoi ? Il n'est plus au pouvoir. Il est toujours ministre de la Justice, non ? Retailleau, non. Non, pardon, Retailleau, Darmanin. Monsieur Darmanin. Mais c'était le duo, là. Des Sceaux, oui. Voilà, c'était le duo. Et donc, ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas grand-chose. Et quand je dis qu'ils parlent beaucoup, qu'ils ne font pas grand-chose en matière de drogue, je le prouve, parce qu'on n'est pas ici pour vitupérer, pour faire des accusations en l'air. Le prix des stupéfiants est un thermomètre absolument parfait, pur et parfait, de l'efficacité de la répression du trafic de stupéfiants. Quand vous arrêtez beaucoup de trafiquants de cocaïne, le prix de la cocaïne monte. Tout ce qui est rare et cher, c'est pas uniquement les marchandises clandestines, c'est les carambars, tout pareil, quoi. Voilà. Quand la demande est supérieure à l'offre, le exactement. prix monte. M. Darmanin a été ministre de l'Intérieur pendant près de 4 ans. Quand il est arrivé, le prix du gramme de cocaïne, c'était 80 € le gramme. Et donc, si à partir de ce prix-là, vous menez une répression efficace, quand M. Darmanin part 4 ans après, s'il a réussi sa mission, lui ou n'importe qui d'autre, ça doit être 120 € le gramme. Quand il est parti, c'était 60 € le gramme. Pendant qu'il était ministre, ça baissait de 30%, vous comprenez ? Donc, allez pas dire qu'il y a un succès. Mais pourquoi y a-t-il cet échec ? Quel est aujourd'hui, dans le code pénal, que prévoit, que dispose le code pénal ? Ou est-ce que c'est l'application de nos lois ? C'est ça la question. Non, mais la loi, elle est parfaite. La loi, elle dispose que, dans le code pénal, tout trafic de stupéfiants en bande organisée. Alors, la bande organisée, il y a une définition de ce que c'est qu'une bande organisée. Elle est mondiale. C'est l'ONU, Drogue et Crime, qui l'a fixée. Crime organisé, c'est plus de 3 personnes. Durabilité dans le temps, c'est-à-dire pas à l'occasion d'un truc et on se disperse après, mais c'est une bande un peu constituée. Partage des responsabilités, partage du butin. C'est simple. Voilà, il faut être plus de 3. Il faut avoir une activité pendant, disons, 1 an et plus. Il faut se partager les responsabilités, mettre la drogue dans la voiture, etc., la transporter, l'acheter, la vendre et tout. Et à la fin, se partager le pognon. C'est tout simple, hein. Trafic de stupéfiants en bande organisée. Alors, combien y a-t-il de telles bandes de trafiquants de drogue en France ? Il y en a des centaines. Si vous allez aux Minguettes, à Vénissieux,
si vous allez à la Pierre Plate, à Bagneux, si vous allez partout, à droite et à gauche, où il y a des trafics de drogue, il suffit qu'ils soient 10 et qu'ils soient au pied du mur avec 3 qui surveillent et puis les autres qui dealent. On est dans le trafic en bande organisée. Le trafic de stupéfiants en bande organisée, dans le code pénal d'aujourd'hui, c'est perpétuité et 7 500 000 € d'amende. Personne ne le dit, c'est incroyable. Personne n'est en prison pour ça. Les gens qui sont arrêtés, convaincus, ils sortent au bout de 2 ans, vous comprenez ? Et les caïds, des fois, donc un peu plus. Donc on n'applique pas des textes qui suffisent, en fait. C'est ce que vous dites. Il ne manque pas un bouton de guêtre. Si un président de la République sérieux arrive au pouvoir, il convoque le directeur général de la police nationale et de la gendarmerie nationale, il dit « Messieurs, dans les 3 mois, autrement démission, je vous vire, et vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. » Tout va rentrer dans l'ordre, parce que... Et la magistrature aussi, pour appliquer des peines comme celles que vous donnez et qui ne sont jamais appliquées. Mais bien entendu, mais il y a des... J'ai jamais entendu parler d'une peine Le ministre de la Justice peut donner des instructions. Il ne peut pas donner des instructions sur un cas particulier pour éviter le copinage, mais il peut donner des instructions générales, application de la loi. Alors, à partir de ce moment-là, il faut encore que les magistrats soient assez nombreux pour faire le boulot. Là, il n'y a pas la moitié de ce qu'il faudrait. Il faut qu'ils aient les moyens. Je veux aussi, là, sur un point particulier, tout magistrat a sur son bureau, magistrat a sur son bureau un volume avec toutes les incriminations. Toutes. C'est-à-dire, c'est un volume sur papier bib, Dalloz, voilà. Ce volume, entre 2012 et 2022, il est passé de 1500 pages à 2200 pages. Il n'y a pas un magistrat de plus. Donc, ils ne peuvent pas bien faire leur boulot. Donc là, il faut remuscler la magistrature. Mais en dehors de ça, au niveau des instances de répression, il y a tout ce qu'il faut. On n'applique pas les codes. Comment réagissent les bandits ? Ils ne peuvent pas attaquer l'appareil d'État de front. Rien que la gendarmerie mobile en France, c'est 20 000 hommes. Qui va se mettre en face ? Évidemment, pas les quartiers nord de Marseille. Donc, leur seule possibilité, c'est les faits de déplacement. La 2e ou la 3e bande qui prend perpète pour avoir trafiqué de la cocaïne et de l'héroïne en France, ils filent tous ailleurs. On fait jouer l'effet de déplacement. Ça n'est pas fait à l'heure actuelle parce que l'appareil d'État ne sait pas sévir. Il faut sévir. Dans les limites du code, il ne faut pas Gengis Khan ou Kim Il-sung, mais il faut le faire. Il faut que les malfaiteurs soient sanctionnés. Et ça n'est pas fait à l'heure actuelle. Ce jour-là, sans loi nouvelle, sans rien, on résout 70% des problèmes. Et ça, je vous garantis que les Français qui subissent tout ce que vous m'avez indiqué et posé comme question, ils sentiront la différence. C'est très clair, il n'y a plus qu'à le faire et à trouver la personne qui le fera, surtout à la tête de l'État français. Merci Xavier Hofer, merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. Vous le savez, c'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.